Bonjour, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de juin 2024 et j'ai lu, vous allez voir après en détail, 13 livres. En fait, plus précisément, j'ai lu 11 livres, dont 9 que j'ai lus totalement dans le mois et 2 que j'ai terminés d'autres mois, enfin qui étaient déjà entamés et que j'ai pris le temps de terminer. Par ailleurs, j'ai aussi arrêté de lire 2 livres que j'ai abandonnés donc, et sans plus attendre, je vais vous présenter ces livres-là. D'abord, quelques statistiques. En termes de genre littéraire, on est toujours sur ces deux grands genres de la littérature que vous voyez souvent dans ma chaîne et peut-être qu'il faudrait que je fasse des statistiques beaucoup plus précises à réfléchir, à maturer. En tout cas, j'ai lu 8 livres dans le registre de la science-fiction fantasy et 5 livres dans la littérature blanche. Donc on est plutôt sur un ratio équilibré ou en tout cas beaucoup moins déséquilibré que ce que j'ai pu avoir ces derniers mois où vraiment je ne lisais quasiment que de la SFFF. Ceci s'explique, et c'est peut-être intéressant de le noter, parce que comme je suis partie aux États-Unis, j'avais très envie, ça je vous l'ai dit, dans ma pile à lire spéciale États-Unis, de lire des livres qui se passaient là-bas, et j'ai plus facilement du coup trouvé des livres de littérature blanche qui se passaient aux États-Unis que des livres de SFFF, même si j'en ai trouvé un, mais il n'est pas dans cette vidéo. Bilan lecture du mois de juillet, il sera au mois d'août vu que je l'ai lu début août. Bref, donc ceci tend à rééquilibrer ou en tout cas encore une fois à moins déséquilibrer ce rapport. Maintenant, en termes de genre des auteurs-autrices, nous avons 9 livres écrits par des femmes et 4 livres écrits par des hommes. Donc là, on est quasiment sur du simple au double, un ratio que j'aime vraiment beaucoup. Et vous savez que j'aimerais tendre vers une exclusivité féminine, une exclusivité d'autrice au fur et à mesure des mois. Mais pour ça, il faut donc que je vide ma pile à lire vu qu'il y a des reliques dans cette pile et notamment des reliques écrites par des hommes. Mais en tout cas, là, je suis plutôt satisfaite de la direction que prend ce ratio. Et on va essayer de le poursuivre ainsi. En termes de saga, j'en ai débuté 2, dont une dont je ne savais pas en commençant la lecture que c'était une saga. Je pensais vraiment que c'était un one-shot, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je me renseigne davantage sur le découpage dans cette saga. J'en ai continué avancé 2, plutôt cool, et j'en ai terminé une seule. Donc on est sur un ratio déséquilibré, hein. Vous avez vu mon point saga. Donc ceci, ce sont des lectures que j'ai lues bien après le point saga pour certaines. Et donc, ça veut dire que j'aggrave la difficulté mentionnée dans ce point saga où j'ai trop de sagas en cours, mais vous avez vu que j'en avance aussi certaines. Donc, on est sur la bonne direction, on va dire. Alors, commençons sans plus tarder par les 2 DNF et comme ça on va passer à la science-fiction puis à la littérature blanche. Petit point, j'ai lu énormément en liseuse et donc j'ai pas beaucoup de livres papier à vous présenter. Je vous les mettrai à l'image quand même les couvertures en essayant à peu près de retrouver le même format que celui que j'avais sur ma liseuse. Premier DNF du mois et pas des moindres, Hyperion de Dan Simmons. Je vous avais fait toute une vidéo sur est-ce que je continue ou pas ces livres entamés et Hyperion, j'avais DNF. Je n'ai absolument pas accroché ni à l'histoire ni au style. Il y a des propos sexistes, racistes qui m'ont fait un peu grincer des dents. J'ai absolument pas accroché, je me suis forcée, on m'en a redit du bien aussi après cette vidéo, mais vraiment ça ne l'a pas fait et vu le nombre de livres que j'ai envie de lire, tant pis. J'apprends à déculpabiliser de ces DNF. Vous en saurez davantage si vous voulez dans la vidéo. Est-ce que je continue ou pas ces lectures? Deuxième livre que j'ai DNF, mais là j'ai même pas lu 50 pages tellement que j'étais pas du tout intéressée. Là j'en avais parlé dans un vlog où je lisais à Marseille, un vlog de plage du coup. Il s'appelle Le Code Enigma qui était un tome 1 de saga. La saga c'est Cryptonomicon, écrit par Neil Stephenson, et ici a priori ça parlait de cryptographie, de Première Guerre mondiale, etc. Ça avait tout pour me plaire, un peu d'espionnage. Mais en fait les 50 premières pages ce n'était que de l'histoire mathématique à un niveau incompréhensible. Vraiment, j'ai étudié les maths, j'ai un niveau correct on va dire, mais je comprenais rien. Donc c'était très chiant. Je voulais vous montrer, je cherchais. Il
Il y a des équations qui sont expliquées dans le livre. Et le deuxième chapitre que j'ai lu dans ce livre, on parlait d'un enfant qui faisait de l'orgue. Je ne voyais pas, et qui avait une passion pour l'orgue, je ne voyais pas le lien entre ces deux chapitres. Et comme aucun des deux points de vue ne m'a intéressée, je l'ai DNF. Il a mis beaucoup de temps à sortir de ma palle. Vraiment, c'est un vestige. Au moins, il est sorti, même si je suis un peu déçue du résultat, vu les espérances que j'en avais. Bref, voici pour les deux DNF. Sachez que j'apprends à déculpabiliser, à abandonner des livres. Tous les livres ne peuvent pas me plaire, et donc, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut pas que ça devienne, entre guillemets, une habitude, mais je ne pense pas qu'on ira vers là. Bon, maintenant, passons au livre de SFFF que j'ai lu. Je vous avais dit 8 livres en SFFF, il y avait déjà ces deux-là. Ce qui est étrange, que j'abandonne des livres de SFFF. Je l'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais très souvent, mes meilleures lectures sont en littérature blanche, et c'est le genre que je lis peu. Mais par contre, j'ai l'impression d'être plus sélective dans ce genre-là, peut-être parce que c'est le genre que j'ai le plus lu dans ma vie, et du coup, je sais vraiment ce qui me plaît, alors que, je l'ai déjà dit, la SFFF, je débute en termes de lectrice dans ce domaine-là, et peut-être que c'est plus difficile pour moi de savoir ce qui va me plaire ou pas au premier regard, ou en lisant le résumé. Et je sais pas, je pose ça là, et on verra plus tard. Bref, premier livre de SFFF que j'ai lu, et il s'agit de L'Assassin Royal, le tome 10 de Robin Hobb, que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon rendez-vous chaque mois, et d'ailleurs on est tout début août là, non milieu août, et j'ai déjà lu le tome 11, je me suis empressée de le lire. J'adore cette saga, j'adore les intrigues, vraiment je le dis de mois en mois, je préfère les intrigues de cette seconde époque aux intrigues de la première époque. J'adore toute cette géopolitique autour de la magie, notamment de la magie du vif, qu'est-ce qu'on en fait, mais aussi les liens qui existent du coup entre le royaume des Six Duchés et les îles d'Outre-Lien, je crois que ça. Le mariage du prince avec la Narashka de ces îles, et du coup qu'est-ce que ça implique en termes de géopolitique et d'aventure pour Fitz. Je suis à fond vraiment dans cette deuxième époque. J'adore Cire Doré, j'adore Fitz. J'aime bien le prince, vraiment de plus en plus. J'ai hâte de savoir où ça va mener, même si Umbre, je sais pas comment on le prononce, m'insupporte, et que je déplore, et je suis obligée de le mentionner, le peu de personnages féminins de premier plan, qui ont vraiment une dimension importante pour la narration. Mais j'ai très hâte de savoir où ça va nous amener, donc vraiment début de mois parfait. Et ça m'a fait continuer une saga. J'en parlais dans mon point saga, j'ai lu The Royal Coven de Juno Dawson, que j'ai bien aimé. Alors, avis partagé en fait, avis en 2 points. J'ai adoré le texte, le sous-texte féministe et anti-TERF de l'autrice. Par contre, l'histoire, je l'ai trouvée plutôt ordinaire, banale. En fait, on reprenait les grands schémas en fait de cette narration. Alors pour l'histoire, on a ici un cercle de sorcières, un coven, qui va se diviser à l'arrivée d'un garçon qui pratique la magie. Et en fait, ce garçon, pour une partie du cercle, et notamment pour Elena qui dirige ce cercle, ce coven. C'est un garçon, donc c'est pas une sorcière, c'est un sorcier, et il a rien à faire dans ce coven. Et pour d'autres personnages, notamment Niam, comme ce garçon entame un parcours vraiment au tout début, un parcours de transition de genre, et veut s'identifier au féminin, alors elle, en l'occurrence, a toute sa place dans ce coven. Et donc, on va mêler à ça l'histoire de ce coven, les guerres qu'il a dû affronter dans le passé, mais aussi une prophétie qui annonce l'arrivée d'un homme qui va décimer les sorcières. Et donc, est-ce que en fait cette jeune fille est ce garçon de la prophétie ou pas? Est-ce que c'est décorrélé? Et du coup, il va y avoir des lignes de clivage qui vont apparaître au sein de ce coven. Et qui dit ligne de clivage dit conflit. Et donc vraiment le sous-texte, c'est même pas un sous-texte, c'est le propos du texte anti-TERF, et montrer à quel point les femmes notamment qui se disent contre les personnes trans ne sont pas des féministes, et comment avoir des arguments à travers cette fiction pour y répondre. J'ai trouvé ça incroyable.
Après, la narration en termes juste de fiction était à mon sens un peu classique, ça m'a pas déplu. C'est là où je vous dis, il faudrait que je regarde comment est agencée la série parce que je croyais que c'était une duologie et il me semble avoir dit ça dans ma vidéo sur les sagas. Mais quand j'étais aux États-Unis sur le tome 2, il y avait écrit que c'était une trilogie et j'ai vu passer sur internet et Instagram un livre sur la reine Anne Boleyn qui a l'air d'être un petit peu dans le même univers et je sais pas si ça fait partie de la trilogie ou pas. Bref, j'ai pas trop compris, mais je vais me pencher davantage dessus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, mais surtout si vous savez un petit peu mieux, si vous avez un petit peu mieux compris l'agencement de cette série. J'ai continué également, et pareil vous l'avez vu dans mon vlog lecture à la plage à Marseille, Harry Potter le tome 4. Donc de J.K. Rowling, c'est la coupe de feu. Transition très maladroite, ou en tout cas transition particulière, vous jugerez, voilà, J.K. Rowling, vous savez. Juno Dawson, je pense, l'attaque aussi en reprenant beaucoup le monde des sorciers et des sorcières pour en faire quelque chose de très féministe. Nous ne cautionnons pas les paroles sur cette chaîne de cette autrice et je ne veux pas lui donner mon argent, c'est pour ça que j'achète ces livres d'occasion de seconde main et ceci explique, je l'avais déjà dit, l'état de ce livre, surtout que je l'ai apporté à la plage sans culpabiliser. Bref, Harry Potter et la coupe de feu, c'était le dernier tome dont je me souvenais vraiment parfaitement des films. Donc j'ai pas été très surprise, à part par la fin où je me rappelais absolument pas de ce qui se passait, mais j'ai vraiment adoré, j'ai adoré le monde, j'ai adoré y replonger, j'ai adoré les personnages, j'ai essayé de noter les différences, là il y en a de plus en plus du coup avec les films. Vraiment c'était une expérience de lecture très chouette et j'ai très hâte du coup de lire le 5, le 6 et le 7 dont j'ai peu de souvenirs des films, allez savoir pourquoi. Et je me réserve ça pour la rentrée, parce que c'est un plaisir d'y replonger, c'est des lectures quand même faciles, vu que c'est un univers que je connais plutôt bien, même si c'est des pavasses comme vous le voyez, mais je me dis que ça va être parfait pour les moments où je serai un petit peu fatiguée avec la reprise du travail. Je continue en vous disant que j'ai lu et terminé, pareil je le mentionnais dans ce même vlog, La Nuit des Temps de René Barjavel, et je vous disais que là où j'en étais dans le vlog, j'ai adoré et en fait ça s'est confirmé, ça a été une très très bonne lecture, elle m'a bouleversée. Donc pour l'histoire ici on va suivre des scientifiques en Antarctique, truc que j'ai toujours voulu faire, qui lors d'une expédition découvrent 2 êtres humains congelés dans la glace et qu'ils vont essayer de les ramener à la vie. Et en fait ces êtres humains là, compte tenu de leur niveau de développement, alors initialement physique mais aussi après par la suite intellectuel, l'adaptation est compliquée parce qu'ils sont autant évolués que nous, mais du coup ils sont piégés dans la glace depuis des millénaires, donc il y a un problème de datation qui va être expliqué et c'est cette partie là où on passe dans la science-fiction et les scientifiques vont les réveiller, ce qui pose plein de questions déontologiques, éthiques, mais aussi scientifiques, et qu'est-ce qu'on en fait des découvertes, parce que ces 2 êtres humains apportent des découvertes, et notamment un autre regard sur l'histoire de la Terre, une histoire qui en fait une histoire de colonisation. La Terre a été colonisée par des espèces interplanétaires. Il y avait de la vie sur d'autres planètes effectivement avant. Ils ont colonisé en partie la Terre parce que leur planète sombrait dans une guerre civile. Donc on apprend tout ça, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré cette double temporalité entre d'un côté les scientifiques et de l'autre la vie de ces 2 personnages. Donc c'est un couple, un homme et une femme. J'ai adoré découvrir cet univers, ce monde-là. Et voilà, ça a été une très bonne lecture. Je fais une aparté sur le fait que, sur le point du sexisme dans ce livre-là, oui, il y a des phrases sexistes et c'est indéniable. Et je sais que ça a dérangé, pour en avoir par exemple parlé avec Marion de la chaîne Snowza, ça a dérangé pas mal de personnes à la lecture, moi non, et ça m'a beaucoup questionné sur pourquoi ça m'avait pas dérangé. Est-ce que je l'ai pas vu ce sexisme là et du coup j'ai un peu flippé, ou est-ce que c'est autre chose? Alors pour en avoir discuté avec elle et avec d'autres personnes, non, j'ai bien vu le sexisme dans l'œuvre, au moins mes lunettes féministes n'ont pas été cassées, on va le formuler comme ça. Et la question du coup qui se posait, c'est pourquoi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Pour moi, le sexisme n'était pas le sexisme de l'auteur, et c'était pas juste l'auteur qui avait des propos sexistes, et ça se voyait dans son écriture, ce qui me fait abandonner des livres, ça sans problème. Pour moi, le sexisme
il était dans cette communauté de scientifiques. Et en fait, cette communauté de scientifiques dans les années 70, qui est composée quasiment à 99% que d'hommes, ils ne s'attendaient pas à autre chose que... En fait, dans cette ambiance de communauté scientifique, isolée en plus sur une île déserte, j'étais sûre qu'il allait y avoir du sexisme. Et du coup, en fait, je m'attendais à ça, donc ça m'a pas dérangée, vu que pour moi, ça faisait partie forcément de l'ambiance. J'attendais pas à autre chose d'un livre écrit dans les années 70. Je m'attendais pas à ce qu'il rejette le sexisme, mais surtout pas à ce que cette communauté ne le soit pas. Donc ça explique une première partie, et j'ai trouvé que certains autres points étaient intéressants. Alors on est toujours dans les années 70, le viol est pas dénoncé, ou pas trop, ou en tout cas ça reste quelque chose de minoritaire, très à gauche, et là le mot est énoncé. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Après, effectivement, il y a des remarques sexisme très souvent. Les femmes sont objectivées, oui, c'est choquant. On ne doit absolument pas questionner le fait que ça soit problématique. Tout ce que j'avais du coup à dire sur ce point-là, je trouve ça intéressant d'en avoir rediscuté après coup et d'avoir un peu réfléchi à cette question. Alors, réfléchi, c'est un bien gros mot, hein, mais au moins d'avoir commencé, on va formuler ça comme ça, à y réfléchir. En parlant du coup de Marion, pour le mois de juillet, et j'ai lu la lecture de son book club, le Galactic Book Club, et c'était Cadavreski. Je reprends mon cahier lecture pour le nom de l'autrice, Agostina Bazesterica. Je suis pas du tout sûre de la prononciation. C'est une autrice argentine, je crois. Et Cadavreski, c'est un court roman qu'elle a écrit. J'ai adoré, vraiment. Alors, c'est le contre-pied total de La Nuit des Temps de Barjavel. Là, on est dans la dénonciation pure et dure, et notamment de l'hypocrisie de la société humaine. Ça, j'ai adoré. En fait, dans Cadavreski, on est dans une société un peu... Je sais pas si post-apo est le vrai mot, mais en tout cas, une société qui s'est effondrée, ou en partie effondrée, du fait du réchauffement climatique. Et dans cette société, on va manger des humains. Et donc, il y a une hiérarchie de viande humaine et des conditions d'élevage qui sont hyper intéressantes, parce que ça permet de faire le parallèle hyper facilement, si vous êtes en plus à minima intéressé à ces sujets, de faire le parallèle avec l'élevage d'animaux pour être mangés dans notre société actuelle. Et vraiment, c'est glaçant, tellement qu'elle n'a rien inventé, elle a juste transposé, et en changeant les mots bovin, ovin par humain, et du coup c'est hyper glaçant. Mais le pas de plus vient juste dans quel type de viande et quels sont les tabous ou pas de notre société, et ça j'ai trouvé incroyable. Et donc dans cette société, on va suivre un personnage qui est très antipathique quand même, et qui travaille en tant que, je crois, contrôleur de la qualité. Enfin, il a un poste élevé dans un abattoir, je crois. Et à travers lui, on va découvrir la société, sa vie, et surtout un peu comprendre comment on en est arrivé là. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans le texte, c'est l'idée de base qui est toute simple, c'est transposer, comme je vous l'ai expliqué, des animaux en humains et voir ce qui se passe. Et en fait, ça fonctionne sur quasiment tout le monde, ça a fonctionné. C'est dégoûtant, c'est repoussant. Vraiment, ça nous questionne sur notre consommation de viande et sur les conditions aussi de cette consommation de viande, de son élevage, de comment on abat les animaux, mais surtout, au-delà des questions un peu techniques, de est-ce qu'on a réellement envie d'imposer ça à d'autres êtres vivants. Du coup, le texte m'a énormément touchée. En tout cas, moi qui ne mange plus de viande, ça m'a vraiment touchée. Après, effectivement, en tant que livre terminé, en tant que one-shot, on pourrait attendre davantage de la narration, notamment est-ce qu'il y a des oppositions, est-ce que notamment notre personnage ne mange pas de viande humaine, de viande du coup tout court, qui reste plus que ça, et du coup d'où viennent les oppositions, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'elles sont construites politiquement, et c'est vrai que toute cette question elle est laissée de côté. Ça ne m'a pas manqué parce que pour moi c'était pas le propos essentiel de l'autrice, peut-être que je me trompe, mais surtout le propos initial, celui que je vous ai présenté, il était tellement bien fait que pour moi elle avait rempli largement son but, rempli largement ce dont elle voulait parler dans son texte. Et elle nous... Enfin franchement, on ne peut pas en sortir de là et se dire « Ok, je vais manger de la viande, c'est pas possible », ça nous fait forcément réfléchir. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je sais que c'est un livre que je conseillerais à toutes les personnes qui ont des balbutiements de questionnement végétarien, parce qu'en fait, il faut être un minimum au courant de ce qui se passe dans les abattoirs et vouloir entrouvrir ce voile, et ce texte arrivera, je pense, à point nommé pour pas mal de personnes. Effectivement, le personnage principal est
antipathique, ça c'est clair. Mais ça m'a pas posé plus de questions que ça. J'ai trouvé qu'il faisait bien le travail de nous guider dans ce monde-là et de nous présenter les différents aspects, encore une fois, de cet univers. Et dernier livre de SFFF à vous présenter, et pas des moindres, j'ai fini la saga Palace de Marine Carteron, ici le tome 3, j'ai adoré cette guerre de Troie, les récits, comment c'était raconté du point de vue des femmes, encore une fois, c'est une sublime conclusion à cette saga. Je vais pas en reparler, je fais que l'éloge de cette saga, mais vraiment, lisez-la, c'était incroyable du début à la fin. C'est une saga que je vais relire, c'est sûr. Je me laisse le temps d'oublier progressivement, mais en tout cas, j'ai adoré. C'est à mon sens la seule réécriture mythologique que j'ai aimée et que j'ai pas abandonnée ou j'en suis pas ressortie dégoûtée. J'ai adoré. Vraiment, il y a tout, cette réécriture historique, cette agentivité des fans, le questionnement autour des zones d'ombre que les textes des anciens nous ont laissés, notamment parce que c'était des hommes qui écrivaient du point de vue d'hommes pour des hommes. Et donc, qu'est-ce que ça fait à l'histoire que l'on connaît? Mais vraiment, cette histoire était bouleversante et j'ai adoré cette saga. Bon, et de là on arrive qu'au livre de littérature blanche, donc il me reste plus que 5 livres à vous présenter. Alors, pareil dans le vlog, je continue ou pas ces livres. J'ai lu Le Maître des Illusions, en tout cas il était en pause depuis décembre 2023, et vraiment là, ça craint. Et donc dans le vlog, je vous disais que j'aimais bien et que j'allais continuer. Ça a été chose faite, pareil, j'en ai parlé dans mon vlog lecture à la plage. Je l'ai terminé. Il y avait des passages un peu poussifs, des passages un peu lents, mais j'en suis arrivée au bout. Je trouve que ce livre était une bonne lecture, c'était sympa. Pour moi, il faut enlever les 200 premières pages et les 100 dernières pages et on a un bon livre haletant. Je trouve que là, on a des moments vraiment trop lents, trop longs, qui sont peu utiles à l'histoire. Bref, voilà, j'en avais davantage, je parlais sûrement mieux. Je suis contente de l'avoir lu. Je n'ai pas retrouvé la hype des réseaux sociaux qu'il y a pu avoir autour de ce livre-là. Autre livre de littérature blanche, j'ai lu Liaison dangereuse de Pierre Choderlos de Laclos. Dans cette édition lycéenne, ça fait partie de ces reliques de Pâle que j'avais acheté à un prix vraiment bradé. Donc ça devait être un lycéen ou lycéenne qui se débarrassait des livres étudiés pendant ses années lycée. Et je me suis dit que j'allais comme ça lire des classiques. Et à un moment, j'en ai eu marre de lire des classiques, mais il m'en reste 2-3 dans ma palle qui traînent. Donc j'ai sorti celui-ci. C'est un roman épistolaire et on va suivre en fait 2 personnages, un homme et une femme, j'ai oublié tous les noms, qui sont amants mais pas trop et du coup qui essayent de faire un peu des complots, de séduire d'autres personnes. Et c'est un jeu pour eux, il me semble que la femme dit à l'homme que s'il séduit une tierce personne, elle pourra revenir avec lui et s'en joue en fait plein de manigances. Quelqu'un m'a dit que c'était un Gossip Girl de l'époque et c'est exactement ça, vraiment. Et j'ai trouvé les personnages tout aussi détestables, tout aussi odieux que dans Gossip Girl. Mais version, je ne veux pas dire de bêtises sur la période, version 18e siècle. Même si ces personnages sont odieux, on adore les détester. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté, on a plongé avec eux dans ces manigances, on trouve ça odieux, on juge moralement, mais on s'en délecte pas mal. Et ce côté délectation m'a tenu un petit peu en haleine le premier tiers du roman, et après j'ai trouvé ça assez long, vraiment, j'ai eu du mal à le finir, et je l'ai écouté en audio pour l'avancer, et l'audio était d'une qualité médiocre, vraiment. Donc c'était plein de bouts faits lus par des narratrices différentes, tombé dans le domaine public, donc j'imagine bien que ça avait fort longtemps, que ça avait pas la qualité des audios que nous écoutons actuellement. Bref, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai bien aimé le principe, j'ai bien aimé le début, mais après j'ai trouvé ça trop long, trop répétitif. Je m'y perdais en plus entre les personnages qui ne m'a pas aidée. Au final, j'ai pas tant trouvé que ça, qu'il y avait une dénonciation des actes des personnages. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente de m'être fait un avis dessus, notamment avec un regard d'adulte, mais j'aurais bien aimé l'étudier au lycée, moi aussi, pouvoir travailler sur ce qui en fait, comme il est écrit sur la 4e de couverture, le symbole de l'esprit libertin du XVIIIe siècle. Voilà, de creuser davantage un petit peu, qui a pu m'échapper dans ce livre-là. J'ai lu également American Royale de Catherine McGee, dont je vous avais parlé. Là, on va
arrivé en fait dans le début de ma palle spéciale États-Unis. Donc j'ai lu ça quasiment d'une traite dans l'avion. C'était parfait. Donc ici on part du principe que les États-Unis avec George Washington ne sont pas devenus une république, mais une monarchie. Et donc on va suivre actuellement les 3 enfants de cette monarchie de nos jours, hein, et leurs intrigues à la cour. Donc on a l'aînée qui porte le poids de la couronne, mais qui va tomber amoureuse d'un homme de son garde du corps avec qui elle ne peut pas sortir, et les jumeaux, voilà, qui ont leur petite vie. Moi j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à la série The Royals, je crois que c'est ça le titre, où il y a l'acteur de Narnia dedans. J'ai oublié son nom. Bref, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, donc peut-être que c'est l'adaptation. J'ai bien aimé, vraiment, c'était une lecture parfaite pour l'avion, sans prise de tête, très page-turner. J'avais envie de savoir la suite. Après, ça brillait pas par son niveau ni d'intelligence, ni de construction des personnages. Tout était un petit peu attendu, j'étais pas tenue en haleine, mais j'avais envie de savoir la suite, donc une bonne lecture. Il n'y avait pas du tout, comme j'espérais, et comme je vous disais dans ma vidéo pile à lire, de points historiques. En fait, voilà, j'ai rien appris sur l'histoire des États-Unis du tout, à part le prénom de la femme de George Washington que j'ai retrouvé dans un musée, et après plus rien. Est-ce que je lirai la suite? Franchement, je sais pas, parce que il y a 5 tomes, il me semble. Et vraiment, c'est un engagement que je suis pas sûre de tenir. Alors peut-être que ça fera partie de ces livres, dont le tome 2 est le tome qui me fera décider si je continue ou pas. Peut-être que je le garderai pour un challenge littéraire, parce que ça se lit tellement vite que c'est parfait pour un challenge littéraire. Je sais pas encore, je vais me laisser le temps d'y réfléchir. Autre livre de ma pile à lire spécial États-Unis que j'ai lu, c'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu du coup en anglais parce que désespérée qu'il ne sorte pas en français, je me suis lancée. Le niveau d'anglais est pour moi abordable, alors j'arrive pas du tout à identifier le niveau de langue que je peux avoir. Le fait de l'avoir lu aux États-Unis, ça m'a pas forcément aidé en me disant, enfin en tout cas moi c'est l'argument que je m'étais donné pour m'auto-convaincre de le faire, c'était de me dire que plonger H24 dans la langue anglaise, j'allais pouvoir plus facilement aborder le livre. Je suis pas sûre que ça m'ait aidé. Il y avait peu de mots de vocabulaire que je comprenais pas, donc en fait c'était assez fluide comme lecture, ce qui a été une agréable surprise. Pour l'histoire, on va suivre Carrie Soto, personnage qu'on aperçoit dans Les Sirènes de Malibu, qui est mon livre préféré de cette autrice. Et donc Carrie Soto, c'est une joueuse de tennis qui a tout gagné, qui est la reine du tennis, et surtout celle qui a le plus de victoires en Grand Chelem. Sauf qu'elle a arrêté sa carrière et qu'aujourd'hui, il y a une concurrente, dont j'ai oublié le nom, qui est à un trophée du Grand Chelem d'égaliser le record de Carrie Soto. Et Carrie Soto, elle veut absolument pas faire ça, elle veut rester la grande championne, la grande reine. Et elle décide de revenir sur les cours de tennis, de reprendre un niveau professionnel et de battre cette jeune fille et de garder le titre de celle qui a le plus de victoires dans l'absolu. Et donc pour ça, elle se laisse 1 an, 4 grands tournois pour gagner un titre et rester la queen. Et donc on va suivre un petit peu son parcours, à la fois ses défaites, ses victoires, ses relations interpersonnelles, notamment avec son père qui a été son entraîneur puis qui ne l'a plus été, puis qui revient pour être son entraîneur, mais aussi ses relations sentimentale. Ce qui est dit dans Les Sirènes de Malibu, c'est vraiment 2 pages dans Carrie Soto is Back. Donc si vous n'avez même pas lu Les Sirènes de Malibu, c'est même pas grave, vous pouvez lire ce livre-là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est les petits clins d'œil qu'elle fait à ces livres. Et deuxième truc que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre-là, et que j'avais pas retrouvé dans Les Vrais Amours, qui est le dernier livre qu'on voit là, de elle que j'ai lu, c'est ce côté, qu'on n'a pas retrouvé, qu'on n'a pas autant retrouvé, c'est le côté féministe de son propos. En fait, elle va dire des choses qui sont ultra féministes, je vais vous citer lesquelles, comme si c'était la norme, et du coup comme si c'était banal, et c'est rafraîchissant à lire, ça fait du bien de se dire que en fait ça pourrait être la norme, et voilà. Et donc là, elle va s'attaquer à des sujets qui sont quand même, en plus, parfois des sujets angle mort du féminisme, ou moins débattus, moins mis en avant dans la sphère médiatique, à savoir les relations entre femmes, et notamment la construction d'une rivalité forcée
entre deux femmes, alors qu'elles pourraient être plus que des rivales, elles pourraient être aussi des amies. Elles n'ont pas besoin d'être en compétition constamment. Les femmes n'ont pas besoin d'être constamment en compétition les unes avec les autres, que ce soit pour les yeux d'un garçon déjà, ou pour sur un autre point quelconque. Donc ici on a ça sur les histoires amoureuses, sur le sport. Il y a aussi le traitement médiatique des femmes, alors là dans le tennis, mais en fait on pourrait prendre plus largement quand une femme n'est pas juste belle, souriante, douce, en fait elle se fait défoncer dans l'espace médiatique. Et on l'a vu là récemment, puisque j'ai lu ce livre-là en même temps que les JO, ce qui a pu être le cas pour pas mal d'athlètes féminines aux JO. Et en fait, elle traite de ça dans ce livre, Taylor Jenkins Reid, et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, elle traite de plein de sujets, mais ça, c'est vraiment les sujets qui m'ont marqué. Et aussi, elle fait une femme forte avec Carrie Soto, mais une femme aussi qui a ses défauts, et notamment, elle est compétitive à mort. Elle est ultra confiante en elle, alors qu'elle a à la fois un défaut, mais aussi une qualité, une force. Et je trouve qu'elle arrive à faire un personnage gris qu'on aime, qu'on n'aime pas en partie à voir. Et je trouve ça assez féministe de présenter comme ça une femme avec... En fait, ce qu'on attendrait d'un homme dans ce milieu-là, là c'est une femme. Et alors, il n'y a pas de sujet pour l'autrice et j'ai trouvé ça, encore une fois, très fort. J'ai vraiment adoré cette lecture. Se pose maintenant la question de est-ce que je l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu en langue française. Je ne sais pas, mais vraiment, il rentre dans... mes lectures chouchoutes de cette autrice. Dernier livre, et c'était une déception cette dernière lecture du mois de juillet, toujours dans ma pile à lire des États-Unis, et vous allez voir j'ai beaucoup lu quand même aux États-Unis. C'est Les chemins de la liberté de Lisa Wingate, je sais pas comment ça se prononce. Et ici on avait une double temporalité. Donc on était en Louisiane. Alors je l'ai lu en Louisiane. C'était pas dans les coins où nous on était, mais du coup j'ai retrouvé pas mal d'éléments historiques que j'ai pu découvrir en voyage. Et c'est ça que j'ai recherché en prenant des livres en lien avec les États-Unis. C'est ce clin d'œil à ce que je pouvais moi voir et expérimenter. Et j'ai retrouvé aussi les paysages, notamment les bayous de Louisiane. Bref, donc on avait une double temporalité. Annie en 1875 qui vient de vivre la fin de l'esclavage, mais du coup qui reste sur la terre de ses esclaves avec un contrat de métayage bien biaisé, qui est une forme détournée de retour à l'esclavage. Et on suit aussi Benny, qui est une professeure un petit peu dépassée de littérature anglaise, qui vient s'installer en Louisiane, à Lafayette, Bâton Rouge, je sais plus. Elle va intéresser ses élèves à l'histoire de leurs ancêtres, et donc on va retrouver l'histoire d'Annie et les deux temporalités vont se rejoindre. C'est quelque chose que j'aime bien quand c'est bien fait, ces romans historiques, où on a deux temporalités comme ça qui se rejoignent. Mais là, j'ai trouvé que c'était tellement prévisible. En fait, je m'attendais à tout, et je le disais, je le verbalisais, je me disais il va se passer ça, et en fait il se passait ça, et tout était prévisible, et tout était un petit peu cliché, notamment. Alors peut-être qu'en étant professeur c'est dur aussi pour moi de lire des choses en lien avec ça, mais on était sur un cliché de la professeure dépassée, débutante, dans un milieu difficile, mais juste sous prétexte que parce que les élèves sont pauvres, elle était dépassée. Et en fait j'ai trouvé que même si ça peut être une réalité, il n'y avait pas d'interrogation sur le pourquoi elle était dépassée, qu'est-ce qu'elle faisait, juste elle était dépassée, point. Il y avait plein de clichés, et j'ai trouvé ça un petit peu dépassé, un petit peu daté comme manière de raconter des histoires. Et vraiment le fait d'avoir tout prédit m'a un peu sorti du livre, et j'ai rushé la fin parce que vraiment ça ne m'a pas plu. Et même le côté historique n'était pas tant recherché que ça. Annie, elle faisait que des conneries sur des conneries, que choisir les mauvais choix. Et c'était insupportable parce que c'était pas en plus justifié. Donc bon, j'ai pas du tout aimé, je suis désolée d'autant descendre ce livre-là qui a plu à pas mal de gens, mais ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Voici pour ces 13 livres quand même, un mois de juillet assez chargé niveau lecture, je suis très contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout et de me suivre, de me soutenir, ça me fait toujours très chaud au cœur. Je sais que je radote, mais c'est le cas, vraiment, sachez-le. N'hésitez pas à commenter votre meilleure lecture du mois de juillet en lien avec ce que moi j'ai pu présenter ou pas. Et si vous ne savez pas quoi commenter, mettez des soleils parce que vraiment on va faire revenir le soleil à Paris, on y croit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez bien. Au revoir!